Bonjour, je m'appelle donc Julien Perron, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai créé ce documentaire C'est quoi le bonheur pour vous il y a 3 ans maintenant. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée de partir en vélo, de faire Nantes-Biarritz, donc un peu plus de 900 km, pour interviewer justement la population sur mon chemin, et puis de manière un peu écolo. Et on a interviewé un peu plus de, je crois, 300 personnes. Ça a été une aventure humaine incroyable, on a été portés par le bonheur. On interviewait les gens même en faisant du vélo, enfin bon, c'était vraiment très sympa. Arrivée de la dernière étape. Alors combien au compteur? 887 km. 887 km en 10 jours. On l'a fait. On l'a fait, ils l'ont fait. De Nantes à Vidar. Et suite à ça, porté par cette énergie du bonheur, je me suis dit il fallait absolument faire un documentaire parce que le constat de base, c'était 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions, on a tous une définition du bonheur. C'est au mois de décembre 2013, sous une tempête de neige au Canada, que le documentaire prit forme. Lorsque vous arrivez la première fois au Canada, on remarque assez facilement la chaleur humaine du Canadien. J'avais pris l'option de me déplacer un petit peu partout au Canada, et lors de mes déplacements, j'ai pris pour habitude de dormir chez l'habitant. Nous étions en train de refaire le monde, et lorsque le sujet du bonheur fut abordé, je proposa de manière très spontanée et intuitive à mon hôte de la filmer avec mon téléphone portable. Le soir venu, je me couche, je regarde cette vidéo dans mon lit, je suis parcouru de frissons, signe qu'il fallait que je continue à interviewer la population. Alors, le bonheur, pour moi, c'est vraiment l'instant où on décide, je ne sais pas si on décide vraiment, mais en tout cas, le moment où on se remet en mouvement. Pour moi, le bonheur, c'est plutôt quand je fais une action positive qui va aider les autres, qui va... c'est aimer, tout simplement. Le bonheur, c'est s'aimer, c'est aimer l'autre. So, what is happiness for you? My family. Being with my family is happiness. Le bonheur, c'est pousser les portes de son cœur, aller vers l'autre. J'ai interviewé plus de 1600 personnes. Okay. Il y a une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » Comment t'expliques ça? Ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Peut-être ils n'ont pas regardé en eux véritablement. Quand est-ce que je me sens bien? Parce que c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est sentir que tu es juste là, tu n'as besoin de rien et tout va bien. Donc c'est non seulement un repos, mais c'est aussi quelque part peut-être une sensation de plénitude et de sécurité intérieure. Et dans cet instant, voilà, quand tu es juste là, il n'y a rien de besoin de plus, il n'y a pas de problème à régler, il n'y a rien qui va mal dans cet instant. Et donc tout est vraiment déposé. Et le moment présent, c'est ça qu'il offre. Je verrais la notion de bonheur comme une forêt circulaire. Et chacun, tu as interviewé 1600 personnes, on va dire que c'est 1600 rayons pour aller au centre où il y a l'idée de bonheur qui se cache quelque part dans la clairière qui est au centre. Alors j'aimerais, moi, faire un peu autrement. C'est-à-dire pas essayer de trouver un chemin dans la forêt, mais tourner autour. La seule chose sur laquelle on peut se mettre d'accord sur le bonheur, c'est que le mot bonheur est un mot de la langue française. Point. Et là, tout le monde est d'accord. Bon, si on le fait en anglais, ça sera happiness. Bon, il n'y a pas de problème. Mais on peut dire que tout le monde sera d'accord sur ce point. À partir de là, tout diverge, on va dire. Tout le monde a son avis. Déjà, le bonheur pour moi, c'est la liberté. C'est d'être insoumis. Je crois que les gens se sont souvent battus pour être libres. Je pense que ça commence par là, le bonheur, c'est-à-dire être responsable de son destin. Je pense que c'est ça. Je pense que quelqu'un qui est enfermé, que ce soit dans une géole ou que ce soit dans sa vie ou dans un régime, il n'est pas très heureux. Donc voilà, pour moi, la base du bonheur, c'est la liberté. Voilà. Le bonheur pour moi, c'est se sentir bien avec soi-même. C'est être en paix avec soi-même, bien dans son corps, bien dans sa tête. Voilà, ça passe d'abord par soi. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Quand on est bien avec soi-même, quand on est heureux, quand on s'aime, quand on s'accepte, quand on connaît ses défauts, ses faiblesses,
On peut alors après, en deuxième partie, être mieux avec les autres. Mais ça passe d'abord par soi. Le bonheur, finalement, c'est une faculté qui nous vient de l'intérieur. Je me suis dit, on va faire un documentaire, on va voir ce que les philosophes pensent, ce que les scientifiques pensent, que des personnes qui sont totalement à l'opposé peut-être du bonheur, quel est leur point de vue, eux, sur le bonheur. Et donc voilà, me voilà maintenant 3 ans après avec un peu plus de 1500 interviews à travers le monde. Je pense que j'ai dû faire au moins 1,5 fois le tour de la planète. Et je ne vais pas m'en arrêter là parce que bon, le documentaire va sortir, mais j'ai bien l'intention de continuer justement à interviewer des gens sur mon passage. Pour une simple et bonne raison, c'est que depuis à peine 1 an et demi, on diffuse les interviews dans leur intégralité sur notre chaîne YouTube Néo Bien-être. Et je m'aperçois que c'est un véritable déclencheur, ça génère des déclics, ça change des vies. Et pour moi, en fait, c'est tout gagné parce que c'est un peu mon cheval de bataille depuis 14 ans, c'est d'inspirer les gens, de semer des graines. Le bonheur, pour moi, c'est quand ma vie exprime qui je suis. Je suis un être unique, comme nous tous. Le seul point commun entre tous les êtres humains, c'est d'être unique. Et je pense qu'on peut dire qu'on est heureux quand notre vie exprime qui on est réellement et non pas des conditionnements ou la vie voulue par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffraient parce que justement leur vie n'avait pas de sens. Et on peut dire ma vie a du sens quand on peut dire ma vie exprime mon être, la vérité de mon être, l'être unique que je suis. Et du coup, en tant que thérapeute, j'aide les gens à, comme Socrate le faisait en son temps, à accoucher de l'être unique qu'ils sont. Tout droit. Trop facile. Go, 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 go. Pour moi, le bonheur, c'est un mouvement non seulement vers soi, mais vers l'autre. C'est un mouvement qui rejoint le collectif. C'est un élan qui part d'un centrage. Donc ce serait ma définition du bonheur. On est fait pour se construire et être heureux dans et par le lien. Le bonheur pour moi, je vais commencer de manière très simple. En fait, le bonheur pour moi, c'est pas une destination. C'est un voyage, c'est un chemin. J'aimerais me sentir bien. C'est quoi? En fait, depuis ce cheminement, depuis toutes ces années, je me rends compte que ce bien, c'est un alignement. C'est quelque chose où on se sent, nos pensées sont en accord avec nos mots, qui sont en accord avec notre cœur et avec nos comportements. Et là, d'un seul coup, c'est OK pour nous. Des experts qui se sont posé la question de se dire oui, très bien, mais comment font les gens heureux pour être heureux? Comment font les gens qui vont plutôt bien pour aller plutôt bien? Quels sont leurs secrets? Quelque part, on a tous envie de savoir ça. Je me suis dit, pour moi, tout simplement, le bonheur, c'est s'entraîner à être dans le présent. Le but ultime du yoga, c'est la libération de souffrance. Donc, quand on est libre, on peut accéder au bonheur, on peut accéder vraiment à cette béatitude que c'est, je pense, le but de tout être humain. Et faire bouger les corps, c'est aussi une source de bonheur. Je pars du principe que pour être heureux, pour beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas cette partie génétique pro-bonheur déjà très développée, on doit s'entraîner, tout simplement. Et l'entraînement, donc ça passe très souvent par quelque chose, selon mon approche, corporel. Okay. C'est bouger, c'est respirer, c'est méditer, c'est bien se nourrir. C'est un tas de choses qui, mais on s'entraîne. On ne peut pas dire juste aujourd'hui, je fais un atelier 10 heures, ça y est, je suis heureux. Oui. Non, c'est vraiment s'entraîner, c'est quotidien. Et c'est pour ça que tu as commencé notre interview en me demandant qu'est-ce que c'est le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est s'entraîner. C'est un entraînement à mieux être, à mieux vivre. C'est un entraînement permanent. Et pour être dans le présent, à chaque action pro bonheur. Donc quand on dit c'est quoi le bonheur pour toi, derrière la question j'entends quelque chose qui dure, tu vois? Ouais. Et ça dure pas, parce que la vie c'est une succession de plaisir mais aussi de douleur, c'est une succession de joie et de tristesse, c'est une succession de tout. D'ailleurs le bonheur ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas le malheur. Et à mon avis c'est... Il y a deux façons de rentrer dans le bonheur, dans la réflexion sur le bonheur. Il y a une réflexion intime, personnelle, parce qu'on est sûrement individuellement responsable de son bonheur et de son malheur, en tout cas co-responsable, de façon très importante, pas anecdotique.
on voit bien qu'il y a des gens qui se débrouillent pour être heureux tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils sous-dimensionnent les problèmes, ils les relativisent, ils relativisent tout, c'est pas si grave, voilà. Et puis ils passent dessus, ils passent l'éponge à tout le temps. Et puis quand il y a quelque chose qui est bien, ils le surdimensionnent, c'est-à-dire que c'est la méthode Coué, quoi, hein. Ils s'occupent de leur bonheur activement, quoi, pour pas être malheureux. On fait tous ça plus ou moins, c'est-à-dire qu'on voit que dans les pays pauvres, quand on leur demande, ils sont heureux. Pourtant, ils sont dans le dénuement total. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Le bonheur et les peurs ne sont pas dissociables. Donc, dans le bonheur, il y a des peurs, et dans les peurs, parfois, on trouve du bonheur. Donc, c'est savoir aussi affronter ses peurs. Donc, les gens heureux affrontent leurs peurs. Le fait que pour nous le bonheur existe, qu'on le recherche, fait vraiment notre malheur. C'est ça qui nous rend malheureux. J'avais pas du tout conscience que le bonheur c'était pas un but ou je ne sais quoi, que ça te tombe pas dessus, que tu dis ouais je suis heureux, c'est pour l'éternité. J'avais pas conscience que c'était juste un état en fait, se dire je me sens heureux quoi. Et du coup je cherchais et en fait je crois que j'ai jamais été aussi triste dans ma vie que le jour où je cherchais le bonheur quoi, parce que vu que ça n'arrivait pas, j'étais dépitée. Du coup, moi, le bonheur, c'est ça, c'est être dans la joie de l'instant présent, profiter de tout ce qui se présente, de tout ce qui s'offre à nous et arriver à être dans une sorte d'extase plusieurs fois par jour. En fait, être en amour de tout, en fait, je crois que c'est aimer. Le bonheur est un sujet à la mode. Tout le monde en parle. Et on va dans une gare, il y a plein de bouquins, de revues, de numéros spéciaux, soyez heureux, rendez vos enfants heureux. C'est la notion de bonheur qui fait notre malheur. Ça paraît paradoxal, mais j'en suis profondément persuadé. C'est-à-dire, c'est parce que l'être humain occidental, je dirais, est toujours à la recherche du bonheur qu'il fait son malheur. J'avais 5-6 ans, la première fois que je me suis dit, mais c'est quoi ce bonheur que tout le monde cherche et que je cherchais beaucoup parce que j'étais pas très heureux quand j'étais enfant. Et donc toute ma vie, j'ai vraiment cherché ce que c'était le bonheur, pas simplement pour moi, mais pour tous. Ce que je pourrais appeler la vérité du bonheur. Et donc j'ai eu une grande recherche donc, en tant que philosophe, en tant que scientifique. J'ai lu à peu près tout ce qui existait sur la question. J'étais vraiment une sorte de fanatique de la recherche du bonheur. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, le bonheur, c'était avant tout quelque chose qui était à l'intérieur. Ça ne pouvait pas se trouver à l'extérieur. Il y a une phrase célèbre d'ailleurs de, je crois, c'est Chamfort qui dit « Le bonheur, c'est pas facile à trouver. C'est difficile de le trouver à l'intérieur, mais c'est impossible de le trouver ailleurs. » C'est avant tout une façon de regarder le monde et c'est un regard sur le monde. J'allais dire bêtement, plus on a de définition du bonheur, plus on se coupe du bonheur. Mais il y a aussi le danger de faire du bonheur un objet de consommation et de récupérer le bonheur dans le champ du marketing. Il n'y a pas de recette dans le bonheur, il n'y a pas de baguette magique. Pour moi, le véritable héroïsme, c'est pas de traverser la mer planche à voile, mais c'est d'être joyeux et bienveillant. Enfin, moi, je trouve ça incroyable à quel point notre bien-être dans notre quotidien n'est pas déterminé par ce qu'on vit, mais par la façon dont on lit les événements qu'on vit. Je trouve ça incroyable. J'appelle ça mes héros pour moi, et je vais à la rencontre partout dans le monde de ces héros pour moi, des gens qui ont la capacité, dans une situation donnée,
d'arriver à voir la situation d'une manière qui fait que ils arrivent à avoir de l'inspiration, avoir de la joie, avoir de la détermination, avoir de la confiance, avoir de l'amour, avoir de la certitude. Et donc pour moi, toutes les approches, il en existe plein, mais c'est pour mettre dans une case, toutes les approches qui consistent à aider à transformer nos perceptions, je crois que c'est un élément qui est essentiel pour être plus heureux, être plus dans du bonheur. On va passer de la comparaison à l'inspiration. La comparaison, effectivement, c'est que je vais voir les avantages qu'a la personne, mais pas les inconvénients, et je vais voir mes inconvénients, mais pas mes avantages. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 derrière de la gratitude, et qui pourrait d'être dans l'ingratitude. L'ingratitude, c'est effectivement de voir ce que les autres ont que j'ai pas, et ce que moi j'ai pas, que j'aimerais avoir. Alors pour moi, c'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est être pleinement conscient de ce qui nous entoure. C'est vraiment être dans cette conscience qu'on a énormément de chance de vivre cette expérience terrestre, d'être dans cette richesse qui nous entoure. C'est remercier d'avoir les fesses posées sur une chaise, d'avoir une caméra en face de moi, de remercier toutes ces personnes finalement qui ont créé tout ça. C'est être dans une gratitude absolue, c'est remercier la vie. Je dis très souvent merci la vie. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez les sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Donc ça, la méditation, c'est vraiment l'outil pour savoir comment ignorer le mental, même si ça va nous permettre justement après de transformer le mental. Mais il y a des outils aussi qui visent à justement se servir du mental d'une certaine façon. Et ça, c'est toute la pratique de la gratitude, toute la pratique de la pensée positive, tout ce qu'on sait aujourd'hui grâce à des centaines d'études qui sont faites, notamment dans des grandes universités américaines, sur l'impact neurologique positif de la pratique de la pensée positive sur la neuroplasticité. J'aime bien partir d'un phénomène que j'appelle la tyrannie du mental, qui est le fait qu'on a un mental qui est compulsif, qui crée, on dit en moyenne 60 000 pensées par jour. La plupart de ces pensées sont négatives, c'est le phénomène cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Et donc en fait, on est un peu face à un monstre qui est à l'intérieur de nous. Et donc la question, pour répondre à ta question, les outils, c'est comment est-ce qu'on va réussir à apprivoiser ce monstre? Comment est-ce qu'on va réussir d'une part à le transformer, mais aussi d'autre part parfois à savoir comment l'ignorer. Et je crois que de réussir à être heureux et à être dans l'instant présent, c'est d'opérer un mix savant entre ces outils qui vont nous permettre de l'ignorer et qui vont nous permettre de le transformer. Donc à chaque fois que tu fais attention à l'instant présent, quelque part, tu es en méditation. Tu prends 100 personnes qui vivent le même événement, le même jour, et tu leur demandes de décrire ce qu'ils ont vécu, ils auront 100 réalités différentes. Donc ça pose la question de c'est quoi la réalité en fait. Et pour faire simple, on va imaginer qu'il existe une vraie réalité et que nous on n'a que des portions. On va l'appeler l'actualité. Et ce qui est intéressant, c'est que via nos 5 sens, on est programmé via nos 5 sens par toujours percevoir plus de quelque chose que d'une autre. On perçoit plus de pertes ou plus de gains. Et nos émotions sont influencées immédiatement par la perception de gains ou de pertes. Mais c'est pas parce que je perçois plus de gains ou plus de pertes que dans l'actualité, il y a plus de gains et plus de pertes parce que toujours tout est équilibré. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu réalises au final que échec et réussite sont une paire qui vont ensemble, tu ne peux pas échouer sans que l'échec donne une réussite, tu ne peux pas réussir sans que la réussite soit le fruit d'un échec et le début d'un prochain échec. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on a dans notre vie sont en réalité la conséquence de réussite. Il y a au fond de vous de multiples étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. J'ai cette sensation forte que quand on est cohérent à l'intérieur, quand on est en harmonie, disons, moi, je parle d'une harmonie, elle peut être extérieure bien entendu, mais c'est d'abord à l'intérieur. Et quand on est harmonieux à l'intérieur, c'est-à-dire quand on est en accord, quand le corps, l'âme, l'esprit sont en harmonie, donc en syntonie, quand nos paroles, nos pensées et nos actes sont cohérents les uns par rapport aux autres, à ce moment-là, je veux dire, il n'y a pas cette espèce de difficulté qui fait qu'on cherche le bonheur à l'extérieur.
Parce qu'à ce moment-là, on va vraiment le trouver à l'intérieur de soi. On va trouver cette qualité, cette stabilité et cette harmonie qui font partie du bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est pas hop une acquisition. C'est comme l'amour, je veux dire, c'est pas quelque chose hop qui est acquis. On l'a en soi depuis toujours, mais à un moment donné, il faut le réveiller. Il faut une pratique, disons comme n'importe quel exercice. C'est qu'à un moment donné, on l'acquiert le bonheur, on le construit, on le fait. On est responsable. On est responsable de notre bonheur. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va arriver parce qu'on va acquérir quelque chose d'extérieur. Et on est responsable, pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, se reflète à l'extérieur. Je veux dire, notre monde intérieur crée le monde extérieur. Et si on veut qu'il y ait un monde où les gens puissent vivre heureux, où les gens puissent vivre en harmonie, ben, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait l'harmonie à l'intérieur de nous. C'est parce que nous vivons tous sur cette même planète que nous devons apprendre à vivre dans l'harmonie et dans la paix avec les autres et l'environnement. Ce n'est pas juste une utopie, c'est une nécessité. Aller dans le moment présent qui nous ouvre vers les merveilles de la vie, l'immensité, pouvoir toucher quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein. Et ça se passe dans le moment présent quand vidé de toute pensée, idée, toutes ces choses qui nous encombrent hein, et qui nous alourdissent comme ça. Plus on va revenir à l'intérieur de nous-mêmes et se découvrir nous-mêmes, et plus on va s'ouvrir vers les autres. En fait, s'il n'y a pas cette ouverture vers les autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de découvrir un petit peu plus. Hein. Parce qu'en fait, plus on va vers nous, plus on s'aperçoit qu'on est en connexion avec tout le monde. Le bonheur peut être vu comme quelque chose. Un peu comme un objet ou comme un cadeau, le cadeau qu'on attend, le cadeau qu'on va déballer à la fin de l'année. Ce cadeau matériel que la publicité nous vend, le bonheur si je veux, le bonheur au bout d'un voyage, le bonheur au bout d'un produit. Peut-être le bonheur dans un livre, hein, tous les livres qui nous vendent l'idée, y compris le mien, qu'on pourrait acquérir plus de bonheur en ayant lu un ouvrage. Et je pense que ce bonheur-là, en tout cas, n'existe pas. C'est un bonheur illusoire, c'est un bonheur très très fugace. On désire quelque chose, quoi que ce soit, et tant qu'on le désire, il y a cette forme de motivation d'aller vers cet objet-là. Et puis une fois qu'on l'a, on pensait que ça allait nous rendre heureux, mais combien de temps dure le surcroît de plaisir de cet objet, même une nourriture, le chocolat qu'on a partagé ici. Quand on arrive à cumuler les deux, sens et plaisir, alors on est dans le bien-être. Et quand on prend conscience que ce bien-être est du bien-être, alors on est dans un moment de bonheur. Bien sûr, ça met tout de suite en évidence le fait que ce sont des moments de bonheur, ce n'est pas un état stable. J'ai envie de dire, nous sommes tous des intermittents du bonheur. Le bonheur, ça ne se trouve pas. Dans ce sens-là, c'est à mes yeux exactement comme l'amour. Certaines personnes pensent que l'amour, ça se trouve. Autrement dit que quand je trouve le partenaire ou la partenaire idéale, alors je suis dans l'amour. Je ne vois pas les choses comme ça. L'amour, ça se construit. Hein, c'est du relationnel et donc il y a quelque chose à faire. Et le bonheur, par analogie, c'est un peu la même chose. De penser que si je gagne à la loterie, ou que si je trouve un travail qui me convient parfaitement, ou alors que si je trouve un partenaire amoureux, ou alors que si je résous un problème de santé, je serai heureux, on sait maintenant que c'est pas correct. À savoir que ça ne donne pas le bonheur que l'on croit que ça peut donner. Et donc il y a un conditionnement en effet social qui vient d'autrui en général quand on est enfant, mais ça vient même de nous. Nous sommes nous-mêmes les propres créateurs de nos propres illusions. C'est-à-dire quand la société me fait de la publicité pour me dire tu seras heureux si tu atteins tel état de possession, de consommation, c'est simplement toi qui vas y croire ou ne pas y croire. Donc c'est plutôt nous-mêmes, notre propre mental qui va mentir. D'ailleurs pour moi le mental c'est vraiment ce qui nous ment à nous-mêmes. Et donc plutôt que d'accuser la société, moi je vois plutôt comme tous les philosophes que le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. Ce qui nous est offert par les médias, déjà malheureusement, nous sommes classés par Amnesty International comme 35e pays en termes de liberté de la presse. 90% de notre presse n'est pas indépendante. Donc il faut d'abord juste le rappeler parce que
ça nous fait un coup au moral. Donc ça veut dire que c'est une presse qui a un intérêt, qui est manipulée par un intérêt économique dans ce qu'on nous transmet. Avec ça, en plus, on vous met dans un état d'impuissance, puisque bien sûr, on ne vous montre pas ce qui se passe chez votre voisin, pour lequel vous pourriez aller voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je peux au moins m'asseoir à côté de lui et pleurer, ça lui fera du bien. On ne vous montre que des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien. Donc, en gros, le message qu'on nous envoie, c'est il se passe des tas de choses horribles, on vous fait ressentir toutes sortes de sentiments difficiles à gérer parce que tout ça se bouscule. Mais surtout, vous ne pouvez rien faire, puisque c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Et ça, je pense que c'est peut-être pessimiste de ma part, mais je pense que ce n'est pas innocent. Et il faut le savoir. Donc, à nous d'être... on est libre, on n'est pas obligé d'écouter 90%. Tout est une question de choix. Donc, soyons vigilants et orientons-nous vers une autre source d'information. Les médias vous disent qui aimer, qui détester, qui croire, de qui avoir peur, quoi penser, quoi ne pas penser. Faites des recherches, informez-vous, prenez un peu de recul sur les différentes informations quotidiennes qui sont véhiculées. Regardez bien, on parle de morts, de guerres, d'attentats, de catastrophes climatiques, de serial killers, d'accidents. Force est de constater que ce ne sont que des informations négatives. Peut-on d'ailleurs parler d'information ? La question se pose. Le pouvoir anxiogène des médias permet de mieux contrôler une population et ainsi de la rendre plus malléable et docile à la consommation, ainsi qu'au vote. Nous avons le choix. Si tu veux, je le vois comme la simple joie d'exister comme par l'opposition au plaisir. On vit dans une société qui est structurée autour de la notion de plaisir. Tout est question de une belle voiture, des belles vacances, des drogues, des fêtes, du sexe, du truc, tout, de la bouffe, tout. Et la musique, tout ce qui est autour des sens. Maintenant, il n'y a rien de mal en soi avec le plaisir. Mais le problème, ce n'est pas le plaisir lui-même, c'est notre quête perpétuelle du prochain plaisir. Et c'est ça, je crois, une des grandes sources de souffrance et un des grands apports de Bouddha, justement, à cette étude de ce qu'est le bonheur. C'est que si on est en perpétuel, si on rend notre bonheur contingent à tel ou tel plaisir, il va forcément y avoir des moments où le plaisir ne va plus être là et où on va être pas bien. La joie, tu peux la définir différemment comme le plaisir dépend toujours de quelque chose, mais la joie dépend de rien. Comme quand tu es de bonne humeur le matin sans aucune raison et que tu es en joie. Et ce que moi j'ai découvert grâce à la méditation, c'est que je pouvais respirer et je pouvais ressentir l'air qui rentre et l'air qui sort, et que je pouvais ressentir une vraie joie, mais sans aucune raison. Le luxe, c'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est pas un restaurant avec un grand chef, c'est pas un blazer ou une chose bien jolie. Le seul luxe qui existe sur la planète, c'est quand la souffrance elle s'arrête. C'est le seul luxe. Le reste, ça n'existe pas, quoi. Tous les matins quand on se réveille, on a mille raisons d'être malheureux, peut-être une ou deux d'être heureux. Choisissons d'être heureux. Pour moi, c'est ça le bonheur. Moi, j'ai fait un voyage de plusieurs années avec mon bateau. Donc quand je suis parti, on m'a quand même traité de fada, quoi. On m'a dit, mais toi, t'es un fou furieux, un si petit bateau, tu veux aller quoi? Je dis, ouais, je veux faire un grand voyage de plusieurs années. Il a duré que 4 ans, ce voyage. Et ce qui m'a rassuré, c'est que chaque fois que je faisais des escales dans les endroits stratégiques, style Gibraltar ou d'autres comme ça, je rencontrais aussi des fous comme moi. Et en discutant avec eux, je dis, mais pourquoi vous êtes partis? Et tous m'ont répondu la même chose. Qui avait eu une femme avec un cancer? Qui avait eu un enfant qui s'était tué en moto? Qui avait subi une faillite colossale où le type il s'est retrouvé en slip, etc. etc. Et j'ai trouvé des gens donc, qui, à cause ou grâce à en Corse, on dit une magagne, c'est-à-dire une grosse, un drame, quoi, ben, ils ont choisi de vivre. Donc ça m'a rassuré un peu sur les hommes, mais en même temps, faut-il souffrir pour aimer plus la vie, quoi. Dès que je me suis mis à être positive, ma vie, c'est devenu un rêve. Je dis pas que c'était parfait, parce que je crois qu'il n'y a aucune vie qui est parfaite, parce qu'on vit nos épreuves pour apprendre des choses. Et ça aussi, c'est le bonheur, de vivre du négatif pour apprendre du positif. Et tout s'est goupillé merveilleusement bien pour moi. Il y a 1001 raisons d'être heureux par jour, mais on passe à côté parce que
on est... Conditionnement. On a trop d'attentes déjà. En fait, les gens se disent, bon, bah, le jour où j'aurai un emploi, je serai heureux. Le jour où j'aurai mon bébé, je serai heureux. J'aurai ma maison, ma voiture. Et puis les gens, ils ont tout ça. Et puis ils se disent, mince, je suis pas encore heureux. Mais en fait, la société nous fait croire qu'on a des attentes. Ces attentes nous permettent de se dire, bah, je vais être heureux à un moment. Et en fait, on oublie de vivre le moment présent. Parce qu'on attend toujours cette chose qui va venir et qui va nous rendre plus heureux. J'aimerais bien commencer par qu'est-ce qui empêche d'être heureux? Parce que souvent, on se dit, bah oui, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, est-ce que c'est fait de petits bonheurs? Est-ce que c'est fait de petites réussites ou d'objets ou d'acquisitions? Alors effectivement, tout ça, ça peut contribuer à un certain bien-être. Mais j'appelle pas ça le bonheur quand même. L'idée qu'on puisse juste vivre dans son petit bien-être à soi et son confort matériel semble se décloisonner. Ce n'est pas comme ça qu'on sera heureux, et de plus en plus de gens le réalisent. Pour moi, le bonheur, c'est un état qui est composé de plein de belles choses, de plaisir, etc. Et c'est aussi une quête. Je pense que le chemin de la vie nous a pour objectif d'aller vers ce bonheur. Et ça va passer par des étapes. Et je pense que le bonheur est différent en fonction des périodes de la vie, en fonction de là où on veut aller. Et voilà, je crois que c'est un peu une quête et une quête permanente. Et il évolue pour moi aussi, le bonheur. Il y a toujours cette pensée de Confucius aussi qui dit « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». Le sommet de la montagne, ça va toujours être une circonstance extérieure vers laquelle on tend. Mais on se rend compte à chaque fois qu'on y arrive qu'elle ne nous apporte pas du bonheur. Je crois qu'on ne va pas à l'Everest par hasard. Bah non. Mais je crois que je suis montée là-haut aussi pour exister, pour être aimée, pour... on me regarde, on me voit, mais bien sûr mon entourage. Et en redescendant, j'ai compris que j'avais peut-être pas besoin de monter là-haut pour être aimée. Je pense qu'il faut oser sa vie. Il faut... tout est possible. L'Everest est possible. Et puis après, ça passe par l'amour. Avec un grand A. Merci Christine. Merci, namasté. Namasté. Il faut savoir que l'être humain, d'une manière générale, est feignant. Ah oui. C'est quand même une de ses grandes qualités de feignant. Oui, c'est une qualité quelque part. Et cette qualité, le marketing et l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique l'a compris. Très bien compris, oui. Hein? Ils savent qu'il est gourmand et feignant. Et l'industrie, elle nous propose, ça dégueule sur tous les marchés, mange, mange, prends-moi, que des trucs sucrés, que des trucs dégueulasses. Moi, mais on pourrait très bien, aujourd'hui, il y a plein de terres, plutôt que d'avoir des champs immenses avec du blé dégueulasse, on le sait que le blé est mauvais pour tout le monde, je vous le dis. Le blé n'a que 12 000 ans. 12 000 ans, ok. Regarde, quand tu écoutes, l'être humain, 4,5 millions d'années, Lucie à peu près. C'est ça, ouais. Ça fait plus de 600 000 générations. Ouais, 600 000. Okay. 600 000 générations. Il faut 3 générations pour faire un siècle. Ok. 600 000 générations que l'être humain s'est démerdé sans médicaments, sans pesticides, et qu'il a très bien survécu aux aires glaciaires, aux mammouths, aux épidémies, à tout ça. Capacité d'adaptation. Capacité fantastique d'adaptation et capacité qu'on a tendance à oublier d'auto-guérison. Oui, bien sûr. Un animal dans la nature, quand il est blessé, il se couche en rond, il se repose, il dort, il cicatrise. Il se lèche, parce qu'il y a des enzymes dans sa salive, et il attend que ça se passe et que ça se répare tout seul. Je vous donne de la cortisone, je vous donne des anti-machins, des antidouleurs, des anti-trucs qui vous permettent de supporter votre maladie, mais pas de la guérir. Pour la guérir, je suis désolée, l'alimentation, le sport. L'alimentation aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'elle est industrialisée. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a des conservateurs, des exhausteurs de goût, des jolies couleurs, des jolis paniers, etc. Et les gens ne se rendent pas trop compte, bien que c'est en train de venir, qu'ils ont des maladies de civilisation qui sont liées à cette alimentation qui est absolument catastrophique. On sait qu'il y a une relation entre l'alimentation et notre propre cerveau. Quelle est la meilleure alimentation aujourd'hui? C'est l'alimentation méditerranéenne. Nous sommes à Montpellier, qui est la plus ancienne faculté du monde en exercice au niveau de la médecine, qui a été créée il y aura bientôt 1000 ans. Bon. Et donc, nous avons ici des concepts hippocratiques. Et que disait Hippocrate 500 ans avant Jésus-Christ? Il disait que ton aliment soit ton médicament.
Vous voyez, que ton aliment soit ta médecine. Et aujourd'hui, que fait la recherche? CNRS, INSERM, tout ce que vous voulez comme équipe de recherche, ils sont en train de démontrer ce que disait par sa propre observation ce médecin fabuleux qui était Hippocrate, qui comparait le bien portant avec le malade, comme exactement je compare celui qui veut se suicider avec celui qui a le bonheur. Eh bien, par cette comparaison, il est arrivé à faire des aphorismes, à dire des choses qui sont d'une simplicité absolue, c'est-à-dire c'était le tweet d'Hippocrate. À force de manger régulièrement des aliments qu'on nous donne dans les supermarchés notamment, je pense que ça peut nous amener justement à déclencher des maladies qui vont nous permettre de consommer des médicaments derrière tout ça. Donc il y a un phénomène où on pourrait avoir l'impression que l'agroalimentaire et la pharmacopée sont un petit peu de mèche, quelque part, et travaillent ensemble. Et donc du coup, la nourriture devient vraiment primordiale dans notre qualité d'être. Je pense que c'est un véritable outil aussi pour tendre vers le bonheur. L'idéal, à mon sens, ce serait d'avoir chacun notre petit potager. On le voit, ça commence à immerger de plus en plus en France. C'est déjà le cas en Europe et dans d'autres pays. Chacun a une petite parcelle où il peut cultiver ses légumes, pourquoi pas aussi des arbres fruitiers. C'est à la portée de tout le monde. Moi, ma chérie, elle a un balcon, donc on fait de la permaculture sur le balcon. Donc il suffit pas d'avoir un terrain de 10 hectares, on peut faire de la permaculture un petit peu partout. On a tendance à séparer toujours le physique, le psychique, l'émotionnel, mais on dit que nous sommes des individus. Et individu, étymologiquement parlant, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser, impossible à diviser. Et je me plais à dire souvent que la pensée est cellulaire, comme les cellules sont aussi une résultante de la pensée. Les deux sont complètement intriqués. Je veux dire, on pense beaucoup mieux avec un organisme en pleine santé. La loi de l'homéostasie, elle veut que tout organisme vivant se répare de lui-même à partir du moment où il est dans les bonnes conditions. Notre corps, notre organisme est capable de s'auto-réparer, et d'ailleurs c'est valable sur le plan physique, c'est valable aussi sur le plan psychique et émotionnel. On est capable de dépasser toutes les douleurs, toutes les offenses, à partir du moment où on se retrouve dans un environnement qui est nourricier, qui n'est pas perturbateur pour nous. Tu ne peux pas imposer quelque chose à l'autre. Et ça, vraiment, je l'ai appris. Parce que personne ne connaît le régime alimentaire idéal. On a remarqué notamment que les personnes qui prenaient soin d'elles-mêmes au niveau de leur corps, au niveau de leur machine biologique, on va le dire comme ça, se disaient aussi plus heureuses. Autrement dit, soin de l'alimentation, soin de la forme physique, de l'apparence aussi. Toutes les recherches du bonheur ont commencé au Québec avec les personnes plus âgées, les seniors et compagnie. Et ils sont aperçus à un moment donné que qu'est-ce que c'était des retraités heureux? C'est des personnes qui continuent à avoir des buts en lien avec leurs valeurs. Enseigne à tes enfants et aux autres à aimer et à rire, à apprendre et à grandir au-delà de leurs limites actuelles. Convainc-les de leurs valeurs et motive-les à développer leur plein potentiel et leur autonomie. Si tu vis en voulant à ton père ou à ta mère ou à ta sœur ou à ton patron ou à Pétaouchnok, machin, tu vis avec un lien avec cette personne, un lien de stress, un lien de rancœur qui ne peut pas t'amener au bien-être. C'est impossible. Donc pardonner, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est OK. Ça veut dire simplement, je prends ma responsabilité dans ce qui m'est arrivé. J'accepte, je donne le droit à cette situation d'avoir existé. Et moi, j'accentue beaucoup en ce moment sur tout ce qui est au-delà du pardon, je dirais. Parce que je m'aperçois quand j'ai des personnes qui sont vraiment en état de santé, vraiment en difficulté, que ce soit au niveau santé physique ou psychique, il y a toujours derrière, il y a toujours un non-pardon envers soi ou envers d'autres. Et on sait aujourd'hui que effectivement, le pardon est une des sources du bonheur. Alors, le pardon des grandes choses, de choses très dures, et puis le pardon aussi des petites choses. Maintenant, depuis qu'on sait que le pardon augmente le bien-être, le bonheur, eh bien, des psys se sont emparés de ça pour dire « vous devez pardonner, vous irez mieux ». Mais c'est la même injonction, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit thérapeutique. Et non, personne ne doit pardonner. Le pardon, c'est un acte libre.
Le pardon est la forme finale de l'amour. Il y a une forme d'attitude qu'on trouve souvent dans une société de consommation qui est celle du manque. Il faut qu'on ressente du manque pour pouvoir aller acheter un grand nombre de produits dont nous n'avons pas réellement besoin. Et donc ce manque nourrit ce système de consommation. La gratitude, c'est le contraire. C'est une forme de contentement. La gratitude, c'est la capacité à s'émerveiller et à dire merci. Pratiquer la gratitude permet de gagner 7 ans d'espérance de vie. Je ne connais personne qui soit hermétique à cet argument-là. On a remarqué que les gens qui donnaient davantage se disaient davantage heureux. Alors, être très gentil ne garantit pas d'être très heureux, mais en règle générale, pour être très heureux, il vaut mieux être quelqu'un de très gentil. Mais là, pareil, il y a des études qui sont fascinantes. Lettre de gratitude, par exemple. Ils demandent à une personne d'écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Un papier, une page, merci d'être dans ma vie pour telle raison sur une page. Et ils mesurent le niveau de bien-être de la personne qui donne la lettre et qui reçoit la lettre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui donne la lettre qui est la plus heureuse. Et ils mesurent jusqu'à 6 mois les effets de bien-être pour une lettre de gratitude. Je dirais c'est un peu le secret du bonheur, c'est que la joie est là quand je partage cette joie avec quelqu'un. Et comment ça s'appelle la joie partagée, qui va nous donner en fait une grande richesse à notre vie? Ça s'appelle l'amour, tout simplement. Mais alors c'est là le grand secret, c'est là qu'il faut de la philosophie, de la spiritualité et de la sagesse, c'est qu'en général se crée un attachement à ce qui nous rend heureux, donc à l'objet de l'amour, et on a peur. Et ce que j'explique dans mes bouquins, c'est que bien souvent, le principal obstacle au bonheur, c'est qu'on va rechercher des joies et des objets de joie, et on a tout le temps peur de perdre, on est dans cette espèce d'anxiété, et quand on perd l'objet de la joie ou la cause de la joie, on tombe en dépression, et on a cette espèce de tension. Et c'est pour ça que toute la spiritualité, tous les grands sages nous disent qu'avant de s'attacher à des objets d'amour, il faut d'abord rechercher une paix intérieure. Et voilà pourquoi le grand secret du bonheur, c'est non seulement la joie et l'amour, mais c'est surtout être capable de se libérer de la peur de perdre. Et la dernière idée de Sénèque, qui me semble très importante, on la retrouve aussi dans la philosophie du yoga, qui s'appelle, je ne sais pas comment, un nom bizarre, c'est se débarrasser de la peur de la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut être heureux, on va dire, que si on arrête d'avoir peur de la mort. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'être humain, dans cette occidentale, on va dire, lui, il a peur de la mort. Avant, il n'y avait rien, après, il n'y a rien. Donc, il faut s'accrocher à la vie, absolument. La mort est quelque chose d'abominable, quelque part. Alors que si on va dans le flot naturel de la rivière, eh ben, on naît, on vit, on meurt. La mort est naturelle. Et je crois que notre sérénité dans la vie, je préférais ça au mot bonheur, hein, vient de notre relation à la mort. J'ai vécu à un moment donné un moment vraiment pas facile à expliquer, à la fois un moment de grâce et un moment d'horreur en même temps. Oula. Ça, c'est quand mon mari s'est fait tuer devant moi et que j'étais à son chevet, mais que c'était trop tard. La personne qui l'avait tué, le voleur en tout cas, était parti. Donc j'ai pu aller près de lui. Et là, c'était en République dominicaine et la nuit, elle était parfaite. Tu vois, c'était la pleine lune, il y avait des étoiles, il y avait le palmier sous lequel il était. Et donc il y avait en même temps un moment de perfection totale et de grâce dans le silence de la nuit. Et en même temps, il y avait cette horreur. Notre monde actuel est pris dans une frénésie du toujours plus, de l'activisme, de l'accumulation des richesses, alors que l'homme a besoin de bien peu de choses pour être heureux. L'essentiel de son bonheur ne relève pas de ses possessions, mais bien de la paix de l'âme. La grâce et l'horreur se côtoient tout le temps, que la joie et la souffrance se côtoient tout le temps, que la mort et la vie, c'est la même vibration. Alors là, j'ai eu un changement de position intérieure. J'ai libéré finalement un conflit très humain que l'on a de c'est noir, c'est blanc, c'est gris. Mais tu vois qu'il n'y a pas une forme à l'intérieur de soi, une continuité d'expansion ou de bonheur finalement.
comme quoi il y a du positif dans des fois des événements très négatifs. Et on peut rebondir. Donc c'est aussi des messages d'espoir que je veux donner aux gens quand on a vécu des choses très dures, des événements difficiles. Sur le moment, c'est dur, mais après, on peut les changer, les transformer. Si on est dans cette quête de... Je ne veux pas m'enfoncer dans le malheur, mais au contraire, essayer de trouver le bonheur à tout prix, je dirais. C'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on veut, et c'est compliqué quand on croit que le bonheur se trouve dans l'expérience, se trouve dans réussir sa vie, se trouve dans prouver sa valeur, se trouve dans le job qu'on a, les amis qu'on a, l'argent qu'on a, se trouve dans une chose en fait, au lieu de dans la connexion à ce qu'on est de plus profond. Quand on sait que le bonheur et le véritable bonheur, c'est uniquement ce qu'on est au fond de notre être et qu'on se reconnecte à ça et qu'on le vit, eh bien, alors toutes ces autres choses n'ont plus la même attraction, ne sont plus les mêmes distractions. Et donc notre attention revient de façon beaucoup plus naturelle et facile vers ce qui est là en nous. Et donc de plus en plus dans la vie, dans la journée, on a envie de se poser juste pour prendre un moment en soi parce que c'est tellement bon de se goûter, c'est tellement bon d'être juste là, que ça devient un moment, à la limite, on devient drogué de ça au lieu de drogué de courir. Et donc je pense que c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Qu'est-ce que je veux véritablement? Et où est-ce que je pense que je vais trouver ça? Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas quand on l'a trouvé. Si vous prenez le temps au quotidien d'énumérer toutes les choses dont vous pouvez être reconnaissant, vous vous sentirez extraordinaire tous les jours. Votre fréquence sera plus élevée et vous traverserez les jours heureux d'être en vie, apportant de la joie partout où vous allez. Là, je mesure, je peux mesurer justement l'interaction et ma responsabilité justement. J'amène la paix, en moi, ça installe la paix à l'extérieur. Alors bien sûr que ça demande de lâcher l'ego qui veut toujours un responsable. C'est toujours la faute de l'autre. Si je suis mal dans ce monde, c'est parce qu'il y a la crise, il y a de la violence à l'extérieur, parce que les gouvernants ne sont pas à la hauteur. Mais à partir du moment où je place le problème à l'extérieur de moi, et à chaque fois, où sera la solution? À l'extérieur, de la même manière. Donc, mon bonheur ou mon malheur sera toujours tributaire d'une condition extérieure. Donc, je serai le jouet là, du bon vouloir de l'autre. C'est qu'il y a une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Je suis désolé, je ne sais pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. » Et ça, pour moi, ça a été comme un déclencheur, comme un déclic qui m'a poussé justement à continuer et qui me pousse encore à continuer à faire des interviews parce que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait une personne sur 4 qui soit incapable de se donner une définition, autrement dit, de se donner un GPS dans sa vie et de savoir qu'est-ce que le bonheur pour elle-même. Alors j'en suis arrivé à une petite conclusion. Je me suis dit qu'on était tellement conditionnés dans notre société que finalement on n'arrivait pas à prendre du recul, d'une part pour s'occuper de soi, et donc évidemment aussi pour penser au bonheur. Tu sais, il y a une étude qui a été faite par Harvard sur 75 ans sur le bonheur, qui est la plus longue étude qui ait jamais été faite sur le bonheur. Et la conclusion de l'étude après 75 ans sur qu'est-ce qui rend heureux, roulement de tambour, c'est d'avoir des bons rapports avec les autres. Ce qui semble évident quand on le dit comme ça. Mais pour pouvoir avoir un bon rapport avec l'autre, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un bon rapport avec soi-même. Et je pense que c'est ça le truc le plus important à apprendre, parce qu'on ne nous apprend pas vraiment ça. Avoir un bon rapport avec soi-même, c'est savoir prendre soin de son corps et savoir prendre soin de son mental. Et prendre soin de son corps, c'est savoir bien se nourrir, et c'est savoir faire des bons exercices qui sont bons pour le corps. Ça prendre soin de son mental, c'est justement ce dont on parlait, ces pratiques de méditation, de psychologie positive, de savoir comment gérer cette bête folle qui est à l'intérieur de chacune de nos têtes. Je pense que ce qui manque dans notre société, c'est une certaine sagesse par rapport à tout ce que nous pouvons observer autour de nous,
Bon. Cette sagesse, elle est dans la nature. Les arbres nous parlent, les oiseaux nous parlent, la nature nous parle, mais nous sommes tellement sur la vitre de notre vie quotidienne, sur le stress par rapport au chômage, à l'argent, à ceci et à cela, que nous oublions d'entendre la nature, nous oublions d'être de temps en temps dans le silence pour méditer, pour réfléchir, faire le point. L'école est au centre et nous, aux enfants, vraiment ce qu'on leur apprend d'abord, c'est que on est dépendant de la nature. Et donc, du coup, c'est pas le contraire. Donc, du coup, il y a deux aspects très importants. Il y a un premier aspect, c'est que cette nature qui est autour de nous, elle se débrouille très bien sans nous. Donc, on va l'observer et on va essayer d'apprendre d'elle. Donc, moi, j'aime bien, c'est une phrase de Jean-Yves Leloup qui dit que l'énergie de vie passe dans le minéral, dans les plantes, dans les animaux, sans penser. Alors que nous, les humains, on a ce cortex-là qui nous permet de penser pour notre malheur, mais aussi pour notre plus grand bonheur. Et du coup, quelquefois, on se trompe un peu dans les interprétations. Donc, si on veut savoir comment ça fonctionne, observons le minéral, les plantes et les animaux, regardons comment la vie circule et prenons modèle. La pleine conscience, c'est arriver à apprécier un moment vraiment pour ce qu'il est et sur tous les plans, comme je le disais, avec nos sens physiques, arriver aussi à se sentir en connexion dans une sorte d'unité, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on vit physiquement, il y a quelque chose de plus grand et de plus haut, c'est qu'on est connecté à cette matière qui nous entoure. C'est-à-dire que je regarde l'arbre et en plus d'être beau par ses couleurs, de par ce qu'il dégage, eh bien, je suis connectée à cet arbre parce qu'il est vivant et que je suis vivant. On fait partie du même cycle de vie, du même miracle en fait. Gardons tous à l'esprit que nous faisons partie d'un tout. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et suivons les mêmes rythmes et les mêmes lois, les lois de la nature. Laissons-nous le champ des possibles sur ce qui nous échappe. Alors, pour moi, le bonheur, c'est à la fois tout et à la fois tellement peu de choses, parce que le bonheur, pour moi, c'est fait par de petites choses du quotidien. C'est dur. That's it. Happiness is just smiling. Great. Alors, le bonheur, c'est une chose à la fois simple et compliquée. Le bonheur, pour moi, c'est un état de bien-être et de paix interne, en fait, qui ne se recherche pas à l'extérieur, mais qui doit se trouver à l'intérieur. Puisque se détacher en quelque sorte, enfin pas se détacher complètement, mais ne plus accorder autant d'importance que ce que le monde parfois accorde au bien matériel, permet de placer plus d'importance dans les relations affectives. On sait, il y a des tas de travaux qui ont été faits, lorsqu'on mène des enquêtes et on demande, enfin on essaye d'évaluer en quelque sorte le degré d'importance que les gens accordent au bien matériel. Et on sait que c'est plus on accorde d'importance au bien matériel, moins on est heureux. Et ça, c'est vraiment, les études sont extrêmement claires là-dessus. C'est à partir du moment où il y a ce principe où il faut consommer pour que d'abord l'État s'en sorte, où il faut consommer pour que les entreprises s'en sortent, il faut consommer pour qu'on soit bien. Mais forcément, on arrive dans une impasse où on peut jamais être heureux. Parce qu'il y a toujours à consommer, et puis on fait des produits qui ont moins de qualité, qui durent pas dans le temps. Donc, voilà, quoi. Et on a l'impression que le consumérisme, ça va apporter une qualité de vie, mais qui est absolument pas là, qui n'existe pas. Il vaut mieux l'abondance en temps que l'abondance en richesse. Et quand on prend conscience de qui on est véritablement, parce qu'on a cet éveil de conscience, comme par enchantement, on s'aperçoit que nos besoins, pratiquement tous, sont des faux besoins. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. C'est se reconnecter à ce que nous sommes d'invisible, ce que nous sommes en essence. Et dans cette connexion, pour moi, tout est là. C'est vraiment un contentement intérieur qui est là tout le temps, quand on connaît cette connexion et quand on vit dans cette connexion en permanence. Et donc, c'est vraiment un bonheur sans raison. Mais il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, le bonheur, c'est le partage. C'est de partager. Quand je vis une aventure, par exemple de traverser la Manche ou relier les 5 continents, c'est de le partager avec l'équipe. Partager avec l'équipe et après, aller le partager dans des festivals, le partager, voilà, être toujours en contact avec des autres pour vous dire, regardez, c'est possible. C'est ça pour moi le bonheur.
c'est d'être avec les autres et de partager des moments forts. Je suis plongeur professionnel, scaphandrier, moniteur, accompagnateur en moyenne montagne, mais j'ai une différence, c'est que l'âge de 18 ans, sur le porte-avions Foch, j'ai perdu une jambe. J'ai la jambe droite qui a été arrachée et on m'a déclaré inapte à la vie. Donc je les ai crus, 15 secondes, et je me suis dit non, je vais vivre différemment, je vais croquer la vie. Et c'est vrai que voilà, je suis un croqueur de vie. Mais là, actuellement, je fais beaucoup de natation depuis 2009. Parce que bon, avant mon accident, j'étais judoka. Et bon, après l'accident, le judo, ça c'est un peu compliqué, sans bras. Compte tenu qu'on ne fait pas des kimonos avec des manches courtes, j'étais obligé de changer de sport. Ce que je trouve bizarre, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables de faire ce que je fais. Et moi, au contraire, je pense qu'ils peuvent le faire, il suffit de vouloir le faire. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Et bien souvent, les gens, ils se privent de choses parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Alors que c'est faux, parce que même moi, j'aurais jamais pensé à l'époque que j'aurais été capable de faire ce que je fais. Et le corps humain a énormément de ressources. À partir du moment où la tête lui dit de faire les choses, il peut les réaliser. Il faut remarquer que les gens qui ont des objectifs se disent aussi plus heureux que les autres. Mais le but, c'est pas d'être le plus heureux possible. Le but, des fois, c'est de se dire, ben voilà, j'ai envie de faire des choses qui ont du sens pour moi, mais qui vont pas m'apporter le plus grand bonheur. Et s'il y a bien un lieu dans lequel on a besoin justement d'instaurer du bonheur et du bien-être, c'est dans le monde de l'entreprise. Ça va être dans notre foyer, donc avec nos enfants, mais évidemment dans le monde de l'entreprise, parce que on y est plus de 8 heures par jour. Vous imaginez qu'on est plus de temps dans une entreprise qu'avec notre famille, ou avec nos amis, ou avec notre chérie. Alors, imaginez quoi. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. La plupart des personnes sont dispersées dans toutes leurs parties sans savoir où est leur centre. Mais si elles prenaient le temps de comprendre les différentes parties d'eux-mêmes, elles verraient qu'elles sont articulées autour d'un centre, et que c'est ça leur vraie personne, et que c'est là qu'on est en paix, comme au centre d'une roue. Quand on est en périphérie d'une roue, on tourne à toute vitesse. Et la plupart de nos contemporains tournent à toute vitesse comme ça. Mais si on apprend à se centrer et arriver dans notre axe, le point du centre, si je ne m'abuse, il est immobile. Nous sommes dans un état de paix, de tranquillité. Ça n'empêche pas d'agir, mais nous sommes posés au centre. Donc, pour moi, dans le bonheur, il y a la confiance. Pour moi, dans le bonheur, il y a une certaine sagesse. Et dans le bonheur, il y a aussi une recherche. La recherche du bonheur. Parce qu'il faut bien se dire que le bonheur n'existe pas dans le monde. Les événements existent dans le monde. Dans le monde, ça arrive, c'est tout. Bon, voilà. Donc, moi, je le verrai comme ça. Le bonheur, tout le monde le cherche. Tout le monde ne l'atteint pas. Mais parce qu'il y a peut-être un peu de manque de sagesse. Et puis, il y a aussi la chance qui joue. Il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est que les moments de bonheur, c'est important de les ancrer en soi. C'est très important parce que ils vont nous, un peu comme un portable, ils vont nous recharger jusqu'au bout. En fait, au niveau du cerveau, ces émotions fortes ne peuvent durer qu'1 minute et demie. Ensuite, c'est parce qu'on les entretient. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que cette pensée positive, qui est quelque chose dont nous parlent les spiritualités depuis des siècles, c'est quelque chose qui est aujourd'hui démontré scientifiquement. Et ça, je crois que c'est une des choses aussi qui moi, me fascine dans ce qui est l'étude du bonheur, c'est cette convergence en fait qu'il y a aujourd'hui. Il y a une vraie convergence entre d'un côté les philosophies et les spiritualités anciennes, et de l'autre côté la science contemporaine, et qui fait un peu échec et mat à des personnes qui sont purement rationnelles, telles que moi j'étais avant. Dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver. Et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer, emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge, chez vous comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir, maintenant.
Quand il paraît être dans l'avenir, le bonheur, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérer, c'est être heureux. Le bonheur, c'est tout simplement aimer sa vie, faire ce qu'on aime avec ses amis, par exemple, sa famille, partager des bons moments. Le bonheur, c'est le partage, la convivialité. Ben moi, le bonheur pour moi, déjà, c'est d'être là, tu vois, en plein soleil. Le bonheur, c'est la santé. Super. Hey, happiness is friends. Walking and seeing you. Happiness is meeting new people. Happiness is going to a concert. C'est une bonne question. Alors, pour moi, le bonheur, c'est réaliser ses rêves. Alors, le bonheur pour moi, d'abord et avant tout, c'est d'être branché, connecté à sa propre essence. C'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas essayer d'atteindre. Le bonheur, c'est déjà de me retrouver devant ma fenêtre avec les fruits, contact avec la nature. C'est quoi pour vous le bonheur? Le bonheur pour moi aujourd'hui, c'est une douche bien fraîche. Ok. C'est d'être libre. C'est pour ça que pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'écouter les désirs. Et que ces désirs, qui ont été conditionnés par une mauvaise éducation, en effet, pourquoi? Parce que l'éducation nous a habitués à obéir à des conditionnements mentaux et pas à respecter nos instincts. Tu es d'accord, notre éducation, elle est essentiellement répressive des instincts. Évidemment. Et donc, ça développe des névroses et ça va générer en nous, justement, pas la joie de vivre, qui est naturelle chez l'enfant, mais des tristesses, des peurs, des colères, beaucoup de violence intérieure qui va générer les maladies, psychiques, les névroses. Et moi, je fais partie de ces philosophes qui disent « c'est pas une fatalité », contrairement au grand dogme de la psychologie actuelle, de la psychanalyse et de la psychiatrie, c'est que l'homme n'est pas névrosé par nature. Puisqu'un enfant est dépendant des adultes qui l'entourent, apprend par imitation, donc on lui sert de modèle et de repère. C'est-à-dire que moi, ce que je prône beaucoup en éducation, c'est que toute personne qui s'occupe d'enfants, si elle a eu des problèmes dans son enfance ou simplement des choses qui l'ont blessée dans son enfance, si elle ne veut pas les retraverser ou les travailler, il ne faut pas qu'elle travaille avec des enfants. En fait, des enfants vont forcément repérer nos points de fragilité. Non pas du tout pour nous embêter, mais parce qu'ils sont en train d'apprendre, donc ils ont besoin d'avoir des modèles devant eux, et quand ils voient un adulte qui ne tient pas bien debout et qui n'a pas l'air sûr de lui à un endroit, il y a certains enfants que ça va beaucoup inquiéter. Du coup, ils vont aller chercher cet adulte dans cette zone de vulnérabilité pour trouver l'endroit où ça tient debout, pour être rassuré. Je sais, et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. Les enfants d'aujourd'hui sont des enfants qui ont des talents merveilleux, mais ils ne peuvent pas, justement, il faut leur donner la capacité de développer ces talents. Et là, si on leur développe ces talents à ces jeunes, déjà, on n'aura plus d'anorexiques, d'hyperactifs ou que sais-je, mais on aura des personnes qui vont s'éclater dans leur domaine et qui sont capables d'apporter dans notre société des révolutions, je dirais, technologiques, des révolutions de pensée, des révolutions de tout ça, qui permettra de porter cette humanité beaucoup plus loin. Mais il faut leur en donner, c'est pas en leur donnant les vieux schémas qu'on va permettre de les développer nous-mêmes déjà, parce que ces enfants ont des capacités que nous n'avons pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons déjà souffert de ce système, je dirais, c'est pas carcéral, mais c'est un système qui nous a enfermés. Et donc ces enfants sont encore plus dans la souffrance que nous, on pouvait avoir. Et il faut vraiment, il ne faut pas les laisser sans cadre, hein, c'est surtout pas ça. Il faut leur donner au contraire toujours une certaine autorité, etc. Mais il faut leur laisser aussi la possibilité de développer leur talent, d'écouter leur talent, leur capacité. Avant, il y a quelques décennies, hein, et puis plus longtemps, on utilisait majoritairement l'hémisphère cérébral gauche, donc celui logique, rationnel, concret, raisonnement, alors que maintenant ils utilisent majoritairement l'hémisphère droit, intuition, sensibilité, créativité et sens du sacré. C'est lié à quelque chose? L'évolution. L'évolution humaine.
Lorsque nous acceptons de suivre notre intuition et de partir vers l'inconnu, nous découvrons bien plus que ce que nous espérions. Nous allons au-delà de ce que nous appelons moi. Nous découvrons un nouveau continent qui s'appelle soi. Et par exemple, si on imagine dans quelques générations, dans 10, 20, 30 ans, on a tous les moyens techniques et scientifiques pour apporter le bonheur à tous les êtres humains sur Terre. Ce n'est pas une utopie. Ça suppose de sortir de cette hypnose collective dans laquelle on est, où politiquement on ne crée pas les bonnes solutions, et qu'on puisse s'organiser sur de nouveaux modes tout à fait raisonnables, démocratiques, où on puisse donner la parole à tous pour se poser la question de base de tout à l'heure. Quels sont nos vrais besoins? Comment changer l'éducation? Comment changer l'économie? Comment satisfaire les besoins de tous? Alors je pense qu'on n'a pas qu'un seul don, je pense qu'on est tous extrêmement doués, mais tous. Alors comment j'ai fait moi pour trouver mes dons? J'ai eu la chance extraordinaire d'aller dans une école où on nous a fait tester plein de choses. Beaucoup de recherches intellectuelles, beaucoup de pratiques manuelles, d'être dans une famille qui était aussi extrêmement curieuse, où on parlait plusieurs langues, où on voyageait pas mal. Et donc tout ça, ça m'a permis d'abord de voir que, je ne sais pas si j'ai un don ou plusieurs dons ou 1000 milliards de dons, mais que j'avais une passion de la vie, une curiosité de la vie et une passion de tester plein de choses. Je disais juste avant, on est souvent formaté par l'éducation, par le système scolaire qui formate les personnes. Il faut qu'on rentre dans des moules, dans des boîtes, et puis ensuite on va travailler, on est encore dans une autre boîte. Comme dit Pierre Rabhi, on passe de boîte en boîte, et puis on a le formatage de la famille, de la société, il faut qu'on ait tel travail ensuite, etc. Et finalement, on n'arrive pas à se révéler véritablement. Et moi, depuis quelques années, en tout cas, je suis plus en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'était un point important de sortir des systèmes formatés, et je retrouve ma nature profonde. Et ça, je pense que ça donne une grande liberté dans sa vie, de pouvoir rencontrer plein de personnes et d'être en harmonie finalement avec qui on est vraiment. Et je pense qu'il faudrait qu'on nous l'éduque. Entre ce qui m'arrive et la façon dont je réagis, il y a un espace. Dans cet espace, il y a mon pouvoir de choisir comment je veux réagir. Et dans mes réactions repose ma croissance et ma liberté. Enfin, faut quand même savoir qu'en France, jusqu'à il y a très récemment, les chiffres, c'était 11 000 morts par suicide en France, quoi, 3 fois plus que par accident de la route. Enfin, c'est quand même incroyable. Des taux de dépression chez les enfants qui sont absolument phénoménaux, quoi, en France. Donc, alors qu'on est quand même un pays où on a une bonne qualité de vie globalement, donc c'est pas normal qu'on en soit là. Non. Et le point commun pour les personnes adultes actuelles, là, c'est qu'elles sont passées par l'école. Du coup, à l'école, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et je pense qu'on peut proposer des choses du type de ce que propose Ilona Boniwell à travers un programme d'éducation positive qu'elle a conçu. C'est un programme d'éducation qui repose sur l'idée qu'on peut renforcer la résilience des enfants à l'école, et ça, c'est quelque chose qui leur est utile pour toute leur vie après. Les compétences académiques, bien sûr, c'est très, très important, mais en plus, c'est autant important de développer les compétences humaines, les compétences pour la vie, les compétences de se comprendre, d'empathie par rapport aux autres, comprendre et trouver ses propres talents, aligner sa vie avec ses propres talents, de comprendre comment se motiver si on n'est pas motivé, comment avoir cette grit, en anglais, en français, persévérance, mais avec un petit peu de passion. À partir du moment où on arrive à détecter notre excellence, donc vraiment là où nous, on est vraiment très doués, je pense qu'on gagne beaucoup de temps dans notre vie parce que ça va être très simple, on va être dans ce qu'on appelait le flow. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de tranche d'âge. Le top, évidemment, et c'est ce que je prêche depuis 3 ans, c'est d'accompagner les enfants dès le début, en fait, dès l'éducation, que ce soit dans le foyer ou à l'école, d'accompagner les enfants dans cette dynamique, de découvrir qui il est. C'est qui ce petit bonhomme ou cette petite fille, en quoi elle va être douée, en quoi elle va aspirer, là où elle va se sentir vraiment très à l'aise. Je dis très souvent, c'est pas parce qu'on est né dans une famille d'avocats qu'il faut être avocat. Peut-être que ce jeune garçon qui est né dans une famille d'avocats, il est peut-être très bon avec le bois et peut-être que justement il prend beaucoup de plaisir à travailler le bois. Donc du coup, il faut absolument qu'il soit ébéniste et pas du tout avocat parce que c'est ce qui va apporter de mieux justement pour les autres et pour le bien commun.
Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des cœurs, loin des vanités et des fausses ambitions. Ce qui serait bien, c'est que ces initiatives invitent le gouvernement français à l'intégrer dans l'éducation nationale pour que ce soit partagé au plus grand nombre. Alors toujours pareil, le bonheur individuel, c'est-à-dire son propre bonheur, je pense que déjà l'école ne doit pas le détruire. Parce que souvent, beaucoup, dès qu'on veut les faire rentrer dans un cadre, parce que malheureusement quand on a beaucoup d'élèves, il y a des cadres, beaucoup perdent leur bonheur individuel parce qu'ils ne correspondent pas, leur façon d'apprendre ne correspond pas au cadre. Donc déjà, il faudrait éviter de tuer cette envie et la joie d'apprendre. Et il y a tout un système d'éducation qui existe, qui apprend à être un être humain développé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que le corps mental auquel on s'adresse, qu'il y ait tous les corps. Le corps, ce qui est surdéveloppé en Occident, c'est le corps mental et le corps émotionnel, au détriment des autres corps. Donc... La société actuelle est comme un sucre que l'on a mis dans l'eau. Elle se dissout. Elle se dissout parce que il y a encore 15 ans, et grâce d'ailleurs, l'eau c'est quoi? L'eau c'est l'Internet, l'eau c'est les réseaux, l'eau c'est ce déploiement collectif qui, par définition, dissout un modèle qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, mais qui ne fonctionne plus depuis un siècle. Enfin, ce n'est que la conséquence lente et silencieuse d'un phénomène qui s'est amorcé il y a déjà longtemps. D'accord ? On voit très bien d'ailleurs l'explosion des écoles parallèles. En m'occupant d'enfants, j'ai nourri aussi la conviction que l'être humain est fondamentalement bienveillant, empathique, qu'il veut la paix, qu'il veut la protection, qu'il peut être dans le soin, mais que ce qui va le guider vers des actes destructeurs, c'est plutôt son histoire et tout ce qu'il va subir, notamment à travers la violence éducative ordinaire. Une école qui déjà néglige tout ce qui n'est pas corps mental et qui éventuellement s'adresse d'émotion à émotion au corps émotionnel des enfants, sans leur apprendre peut-être à un peu méditer, avoir une autre notion de leur être plus vaste, et du coup relié à ce qui est plus vaste, relié à ce qui est interdépendant. Je pense que voilà, ça, ce serait une belle mission de l'école et je pense fondamentale. Parce que je ne vois pas comment on peut accompagner des sociétés à être dans une conscience différente, dans une culture différente, dans des comportements différents, si on ne remet pas en question tous ces apprentissages précoces qui vont nous façonner en quelque sorte et puis faire que soit on est en bonne santé, on est nourri dans nos besoins, donc le cerveau a bien pu se développer, aussi le cerveau empathique, le cerveau celui qui nous guide dans nos relations, etc. Soit effectivement ce n'est pas le cas, et dans ce cas, eh bien, on va se retrouver dans une forme de pathologie individuelle et sociale qui fait qu'on a une forme d'incapacité au bonheur justement. Le bonheur, ça a tendance à être un ensemble de deux mots, le bon et l'heure. Pour moi, le bonheur, c'est une sensation de bien-être en soi, qui peut être représentée comme la famille, une personne qu'on aime, une passion, quelque chose qu'on aime. Tout ça, ça fait le bonheur. Et le bonheur, on peut le trouver au fond de soi. Happiness is dancing in unison and balance with the universe. Comment c'est la liberté? Le bonheur pour moi, c'est être dans un jardin. C'est quoi le bonheur pour vous? Eh bien, le bonheur pour moi, c'est lorsque je peux être sûre qu'il y a au moins un ami ou une amie qui m'aime et que j'aime, et sur laquelle ou lequel je peux compter n'importe quand. Depuis 25 ans que je voyage à travers le monde, je ne dresse qu'un seul constat. Tout part de l'éducation. Et le bonheur, ça s'apprend. Alors j'ai cette intime conviction que nous devrions tous consacrer notre énergie à accompagner les enfants vers un épanouissement de l'être plutôt qu'un épanouissement de la voix.
Les outils existent, tout est à notre portée, les solutions sont là depuis des années. Il est temps d'avancer dans cette direction. Le Dalai Lama le disait mieux que moi, si on apprenait la méditation à tous les enfants de moins de 8 ans sur Terre, on réglerait les guerres en une seule génération. Alors, c'est quoi le bonheur pour moi? En fait, ça me fait sourire parce que depuis 3 ans que j'interviewe un peu plus de 1500 personnes, il y en a beaucoup à chaque fois qui me disent « Mais alors Julien, c'est quoi le bonheur pour toi? À force d'interviewer des gens, tu vas être le spécialiste en bonheur, c'est quoi ta définition ?» Et je leur dis à chaque fois « Faudra regarder le film, je vous donnerai ma définition pendant le film. » Et pour moi, le bonheur, il est assez simple, c'est être dans la vie, c'est être en connexion avec les gens. C'est manger, c'est boire, c'est dormir, c'est être en pleine nature, c'est vraiment être dans la vie, c'est vraiment être dans cette conscience et dans cette gratitude de se dire que la vie est vraiment belle et de la partager, d'être en connexion avec des êtres humains, d'approfondir les relations humaines. C'est sortir de ma zone de confort et aller me confronter à des cultures et à un pays ou des territoires sur lesquels je suis jamais allé. C'est être philanthrope, c'est être dans cette dimension d'approfondir les relations humaines. C'est aussi être en connexion avec la nature et m'apercevoir qu'elle m'apporte énormément et que je pense que moi aussi à mon niveau, je lui apporte à travers mes vibrations et mon énergie. C'est faire du mieux que je peux tous les jours de donner le meilleur de moi-même et de le partager, et d'être dans mon excellence et que ça puisse contribuer au bien commun et que ça puisse contribuer à apporter une pierre positive sur notre planète. C'est sourire à la vie, c'est être dans la gratitude, c'est dire merci. C'est le bonheur, c'est 7 milliards d'individus et 7 milliards de définitions. On est tous différents, on a tous une conception du bonheur, mais par contre, on avance tous dans la même direction, c'est-à-dire que les chemins se croisent, mais finalement, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie d'être dans une espèce de bonheur, quoi. Alors, c'est pas une quête, mais c'est un état d'être. Je pense qu'on a vraiment envie tous d'être bien dans notre vie, d'être bien avec notre femme, avec notre chérie, dans notre monde professionnel. On a juste envie d'être heureux. Donc, le bonheur, pour moi, ça serait tout simplement d'être là, quoi, d'être incarné et de vivre pleinement les choses, quoi. C'est quoi le bonheur pour vous?